Oui, madame, mais j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy. Comme Chibo, Enrico. Vous, ça va, mettez la sourdine. Paella, tchouk-tchouka, c'est fini, bien fini pour moi. Paella, tchouk-tchouka, oui, ça c'est sûr. Télématin met un coup de projecteur avec vous, Isabelle, sur une marque. Alors, c'est une marque française qui peut prouver qu'être enceinte, on peut être enceinte, habillée correctement, même à la mode, et cela dit, ça coûte pas trop cher. Non, ça coûte pas trop cher parce que, William, c'est pas facile quand vous êtes enceinte et que durant 9 mois, vous avez envie de suivre finalement l'actualité de la mode. Et on n'a pas tout envie de se mettre un leggings, un grand pull, piquer une chemise à son mari. Et puis, vous avez aussi des femmes qui travaillent, qui ont un rôle à respecter et elles peuvent pas arriver comme ça, un petit peu en négligé. Et donc, il y a une jeune Française qui s'appelle Cécile Reynaud. Elle est installée à Londres depuis plus de 10 ans. Elle était pas du tout dans le secteur de la mode, elle était dans la publicité. Mais comme elle était française, les Anglaises lui disaient « Mais toi, qui as du goût, qui es française, tu as peut-être des idées, comment on pourrait s'habiller ?» Et l'idée lui est venue, voilà, elle s'est lancée dans le secteur de la femme enceinte. Et ce qui a fait vraiment sa renommée, c'est une femme, Kate Middleton, la duchesse, la femme de William. Et donc, la photo... elle s'habille chez elle ? Et la photo a fait le monde entier quand elle était enceinte. Et du coup, voilà, c'est parti. Et puis aujourd'hui, les actrices, les chanteuses qui foulent le tapis rouge n'hésitent plus à montrer leur grosseur, leur belle rondeur. Et du coup, elles s'habillent, elles sont toutes habillées avec cette marque Séraphine. Voilà, c'était immédiat. Une photo de la princesse et hop là. Et voilà, mais c'est fantastique, c'est une belle réussite. Mais nous sommes allés hein. la rencontrer à Londres et on a justement visité les ateliers de voir comprendre comment se créent ces collections. Regardez. La femme enceinte aujourd'hui est beaucoup plus à l'aise de dépenser de l'argent pour bien s'habiller. Elle travaille, donc quand elle va à son bureau, elle ne veut pas juste venir avec un legging et un t-shirt baggy. Elle a envie d'avoir des jolies robes, des jolis tops, des pantalons bien coupés. Ici, c'est nos ateliers de création, donc c'est là que tous les premiers prototypes sont conçus. À partir des patrons, on va créer des prototypes. D'abord, on va vraiment créer le vêtement sur ces mannequins et ensuite, on va vérifier sur des vraies personnes, des femmes enceintes. On a une approche qui est similaire au prêt-à-porter féminin, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les tendances. Chaque année, on a des collections qui collent à la mode. Mais par contre, on est plus créatif dans les coupes puisqu'on doit avoir un vêtement qui s'adapte sur un corps qui va changer pendant 9 mois. Et même d'ailleurs, pour pas mal de vêtements, ils sont aussi dessinés pour s'adapter après l'accouchement pour celles qui veulent allaiter. On va avoir une offre pour les différents goûts des clientes, qu'elles recherchent quelque chose de plus classique, qu'elles recherchent quelque chose de très tendance, quelque chose de professionnel, quelque chose pour le soir. Même on fait des habits de sport, donc on essaie de toucher un petit peu à tout l'univers pour que chacun trouve quelque chose qui lui plaît. Le succès de la marque Séraphine, c'est qu'on habille vraiment toutes les célébrités. On a eu un succès très public quand on a habillé Kate Middleton, qui a été vraiment très importante dans le développement de la marque. On lui a fait beaucoup de vêtements pour des voyages officiels, pour des photos officielles. On trouve une belle variété de célébrités, que ce soit la famille royale suédoise, Olivia Palermo, Gwen Stefani. On a habillé Marion Cotillard récemment sur le tapis rouge. Elle portait un de nos pantalons en cuir. Même si on habille les célébrités, une robe moyenne est aux alentours de 60 €. Donc on n'est pas non plus en train de devoir dépenser des fortunes pour bien s'habiller et pour avoir une jolie garde-robe. Et je pense que la femme enceinte aujourd'hui peut-être a moins d'enfants, mais sa grossesse, elle la chérit. Elle a envie que ce soit un moment exceptionnel. Elle a envie de se sentir belle. Elle a envie de profiter de ces 9 mois qui sont une belle aventure.
Elle est vraiment enceinte, le mannequin. Elle est là. vraiment enceinte et elle est enceinte de son 3e enfant. Et, Troisième enfant, elle a déjà eu 2 enfants. Oui, elle est magnifique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Une robe, c'est dans les 65 €, un top, c'est dans les 35 €. Il y a même des robes de mariée. Et Oui, mais est-ce qu'elle va en France? Parce que là, vous parlez et de oui, ça. elle va ouvrir, justement, elle Ah, va ouvrir voilà. une boutique d'ici 2 mois en France. Elle est vendue dans les grands magasins, elle a un site internet. Pourquoi elle serrait la main de la reine, là? Eh bien parce qu'elle a reçu le Queen's Awards en 2015, c'est cerise sur le gâteau qui récompense l'entreprise de l'année et c'est fantastique. C'est Voilà. pas parce qu'elle a habillé sa belle-fille. Entre autres, mais c'est Entre surtout parce que voilà, elle a beaucoup de succès et voilà, plus de 300 000 vêtements fabriqués chaque année pour nous habiller durant 9 mois. Et voilà, coup de Parfait. chapeau à Cécile Reynaud. Cécile Reynaud. Merci beaucoup, Isabelle. Je ne sais pas si dans les paupières de veau, il y a des acides gras trans, probablement pas. Mais ça, c'est ce que vous allez voir sur les produits que vous consommez et dont vous ne regardez pas toujours les emballages. Il y a pourtant marqué acide gras trans. Et ça devrait vous inquiéter. Non, justement, il n'y a pas marqué acide gras trans, Ah bah. il y a marqué à la limite graisse hydrogénée ou graisse végétale hydrogénée. Et la bataille politique aujourd'hui, c'est de faire étiqueter justement la présence de ces AGT. AGT, acide gras trans, Mais ce sont est-ce des que ça graisses suffira transformées. puisqu'on ne sait pas très bien ce que c'est? Alors, il y a une communication qui se fait petit à petit pour expliquer justement, c'est notre boulot aussi ici, pour expliquer où sont cachées ces graisses industrielles cachées, ces graisses transformées. Alors, souvent vous voyez hydrogénées, mais en règle générale, dès que vous voyez de la biscuiterie, de la pâte de quiche, des barres céréales, des beignets, tout ce qu'adorent en fait Graisse les transformée, enfants. hein, trans c'est transformé. Trans, Ça veut c'est dire quoi? On transformé. les a fabriquées, c'est des fausses graisses. Déjà que les vraies, c'est pas terrible. Alors les fausses, c'est quoi? Transformé. L'origine de ces graisses, c'est un procédé industriel qui s'appelle l'hydrogénation. Et l'hydrogénation, c'est très simple, ça permet de solidifier les graisses pour qu'elles soient plus facilement utilisables, c'est-à-dire qu'on les stocke mieux, on les conserve mieux. On les se conserve mieux, d'accord. Notamment les biscuits, le craquant des biscuits vient de l'hydrogénation. Donc c'est un procédé industriel aujourd'hui qui est obligatoire pour pouvoir conserver tout ce qui est biscuiterie, C'est même les pâtes obligatoire. feuilletées. Comment ça, c'est obligatoire? C'est chimiquement... Si vous souhaitez avoir des biscuits qui se conservent, il vaut mieux faire ça. C'est-à-dire Sauf que c'est pas bon pour la santé. L'industrie agroalimentaire est obligée d'utiliser ce procédé aujourd'hui. C'est la fabrication en fait de tous ces biscuits, de toutes ces viennoiseries industrielles qui passent par l'hydrogénation. Alors comment les débusquer? Souvent ce sont la cible des acides gras trans, ce sont les garçons de 13 à 18 ans parce qu'il y a beaucoup de junk food. Ils adorent ça les jeunes garçons et c'est la Qu'est-ce que vous cible. appelez les junk food? La junk food, c'est les pains pita, c'est les pains à hamburger, c'est tout ce qui est kebab, tout ce qui est beignet, etc. Et ça, les garçons de 13-18 adorent. Et c'est 13-18, une des ah bon. cibles des politiques. Et le Parlement européen s'empare des acides gras trans, justement, pour éviter les maladies cardiovasculaires, parce qu'il s'agit de ça, de la santé cardiovasculaire. On regarde. Les acides gras trans sont des matières grasses qui sont soit présentes dans les produits naturels, notamment les matières grasses des ruminants, donc tout ce qui est beurre, crème, en petite quantité, on va retrouver dans la viande. Vous en avez également dans les produits industriels qui, à la base, utilisent de l'huile végétale, qui vont être modifiés structurellement, justement pour donner la texture, le rendu que l'industriel va rechercher à travers son produit. On va retrouver notamment tous les produits à base de pâtes feuilletées, de pâtes brisées, de pâtes sablées, tous les biscuits, les viennoiseries, certains pains de mie industriels. Alors les acides gras trans sont effectivement néfastes pour la santé en trop grande quantité, notamment par rapport à des risques cardiovasculaires. On sait que ça vient moduler les taux de cholestérol notamment. On a également des études qui montrent des liens directement dans certains cas d'obésité, dans certains cas de diabète ou d'inflammation chronique. Si vous voulez choisir une bonne viennoiserie, finalement, autant le faire avec un croissant de qualité au beurre qui contiendra un petit peu d'acides gras trans, mais parfois en quantité beaucoup moins importante qu'un croissant industriel qui aura justement utilisé une margarine à base d'huile végétale et transformée dans des mauvaises conditions. Oh my God! Si vous achetez une pizza industrielle qui aura été réalisée avec des margarines végétales transformées, vous aurez dans cette pâte des acides gras trans en beaucoup plus grande quantité.
toute la problématique actuelle, notamment en France, c'est que la législation n'impose pas de mentionner le taux d'acide gras trans sur les étiquettes nutritionnelles. Lorsque sur la liste des ingrédients, vous allez lire matière grasse hydrogénée ou partiellement hydrogénée, la probabilité d'avoir des taux d'acide gras trans est importante. D'où cette nécessité de transparence à travers l'étiquetage. On a le temps là? On a un petit peu de temps? Ou combien? Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. Très bien. Et ces acides gras trans, si on ne mange que ça, évidemment, c'est très mauvais pour les artères. Ça. Ah, c'est très mauvais. Les effets, une consommation de plus de 2% d'acides gras trans augmente le risque cardiovasculaire, augmente le LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, baisse le bon cholestérol, c'est-à-dire le HDL. Les députés européens donc s'emparent du dossier. Ils demandent à la Commission européenne d'étiqueter absolument la présence d'acides gras trans dans les produits industriels sous cette forme-là. Acides gras transformés. Voilà, écrit AGT pour comprendre que ce sont des graisses. AGT. Non, acides gras trans. C'est pas mal parce que transformés, même, ça serait mieux de mettre en entier. AGT, à jeter, c'est pas mal. AGT, à jeter. Voilà. Donc, la Commission européenne devra étiqueter et devra limiter le taux d'acide gras trans d'ici une période de 2 ans. Comme le Danemark. Et le Danemark a fait chuter les maladies cardiovasculaires grâce à ça. Ah ouais. Bien, merci Laurence. Quand ta maman fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Ben ça y est, on y arrive. Certaines villes ont déjà adopté pour ne pas se faire épingler. Bon, on fait le point pour savoir. Alors, ça ressemble à ça, pour savoir quand est-ce qu'il va falloir se munir de ça. Critères, oh, c'est très rigolo. Jeu de mots. Donc à Paris, à partir de lundi prochain, cette vignette sera obligatoire. En fait, les émissions polluantes de chaque voiture sont classées. Alors, moins votre voiture pollue, plus le numéro est petit. C'est-à-dire que les plus vieilles voitures auront un numéro 5. Et puis les plus récentes essences auront le numéro 1. Et les plus anciennes, c'est-à-dire les véhicules qui datent d'avant décembre 1996, n'auront pas de vignette du tout. Donc ne pourront pas non plus circuler lorsqu'il y aura des pics de pollution. Si vous oubliez d'acheter votre vignette, on va vous prendre pour quelqu'un qui a une vieille voiture. On va déjà vous verbaliser quand ce sera obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 16 janvier, les forces de l'ordre... Non, mais vous dites qu'il n'y a pas de vignette, ça veut dire que votre voiture est trop vieille, c'est interdit. C'est interdit. Il faut la mettre, la vignette, alors. Pour dire, non, moi, je suis dans les normes. Mais il y a des voitures qui sont hors catégorie, on va dire. Il n'y a pas eu de vignette pour ces voitures-là, les plus vieilles, les très vieilles. Et là, on prend. Et là, on prend. Sauf si vous avez une voiture de collection. Les voitures de collection, si vous avez une carte grise de collection, donc c'est les voitures qui ont plus de 30 ans, ou les 2 roues qui ont plus de 30 ans, là, c'est différent. Vous pouvez circuler parce qu'en fait, il y a peu de voitures de collection. Et souvent, ce sont des voitures qui circulent très peu. Très peu, mais ça pollue quand même. Ah, ça pollue. Mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Donc, excusez-moi, la bleue, là, à gauche, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Voiture électrique ou hybride rechargeable, avec des taux d'émission très très bas. Donc en cas de pic de pollution, les municipalités qui auront adopté et imposé cette vignette, notamment Paris, pourront dire, là il y a des pics de pollution, on va interdire les véhicules 5 et 6 ou 4, 5, 6. Ah, la circulation alternée sera terminée. Parce que le problème de la circulation alternée, c'est que comme dans certains pays, comme en Grèce, eh bien, les gens ont la tentation d'acheter 2 vieilles voitures, une avec une plaque paire, une avec une plaque impaire, et ils roulent tout le temps, et le parc roulant n'est composé que de vieilles voitures. Alors que véhicules polluants. Exactement. Alors qu'avec ce système, eh bien, en cas de pic de pollution, nous aurons les voitures les plus propres qui circuleront. Donc c'est obligatoire. Donc c'est obligatoire. Et il faut la mettre de façon à ce que ce soit extrêmement visible. Sur le pare-brise. Exactement. Allez. Toutes les explications et un peu plus d'infos maintenant. C'est un dispositif qui va nous permettre de réduire la pollution au quotidien. Ça va nous permettre aussi de gérer la question des pics de pollution autrement qu'avec la circulation alternée, avec donc une circulation qui sera différenciée en fonction des émissions de polluants des véhicules. Et donc en période de pic, par exemple, eh bien, les véhicules les moins polluants continueront à circuler, tandis que ceux qui sont plus polluants devront rester au garage. C'est une mesure qui sera à la fois plus efficace et, je pense, aussi plus juste. L'objectif de ces vignettes critères pour Paris, c'est avec un dispositif qui est permanent, donc du lundi au vendredi et de 8h à 20h, de faire en sorte que progressivement, eh bien, les véhicules qui sont les plus anciens, actuellement ceux qui sont non classés et qui n'ont pas le droit aux vignettes, puis à partir de l'été 2017, les véhicules qui seront donc critères 5, eh bien, soient retirés de la circulation au quotidien dans les rues de Paris. Et ainsi, progressivement, donc, on va
je dirais, améliorer la qualité du parc roulant et on va aussi avoir tendance à accélérer le renouvellement du parc roulant. Donc c'est ce qui va nous permettre donc de réduire les émissions et donc finalement d'améliorer la qualité de l'air au quotidien. Ces vignettes, elles ont une validité qui est permanente pour tout le territoire national. Tous les véhicules motorisés sont concernés par la vignette. Bien évidemment les véhicules des particuliers, les véhicules utilitaires légers, les 2 roues motorisés également, mais aussi les poids lourds, les autocars et les bus. Les bus de la RATP par exemple doivent s'équiper des vignettes. Alors là, ça va poser un problème parce que même s'il commence à y avoir des bus électriques, tous les bus ne sont pas électriques. Alors si on ne fait plus rouler les voitures en cas de pic de pollution ni les bus, comment on va se déplacer? Justement, ça va être un outil, les vignettes, qui va permettre d'accélérer le renouvellement des bus aussi. Et donc la RATP devra elle aussi accélérer le renouvellement de sa flotte de manière à ce que les bus polluent moins. À partir du 16 janvier, la vignette est obligatoire pour circuler dans Paris. Pour autant, il n'y aura pas d'amende pour non-port de la vignette. Ce qui veut dire qu'on va laisser un temps de plusieurs semaines, bien évidemment, s'il le faut, de manière à ce que les gens aient le temps de s'équiper. Mais attention, ça ne durera qu'un temps. Et donc, à partir du printemps, on aura donc la possibilité effectivement donc, de sanctionner le non-port de la vignette. Donc équipez-vous, c'est la bonne résolution à prendre, je dirais, en ce début d'année. La vignette, c'est aussi des avantages qui sont donnés aux véhicules les moins polluants. C'est par exemple la gratuité du stationnement qui est déjà appliquée pour les véhicules électriques et pour les hybrides rechargeables. Et puis nous réfléchissons très sérieusement à, dès 2017, offrir la possibilité d'une voie de circulation dédiée aux véhicules les plus propres. Et cette voie dédiée d'ailleurs pourrait aussi être ouverte aux véhicules qui font du covoiturage et la maire de Paris fera très prochainement des propositions en la matière. Bon, alors les garçons, hein? Qui a Et sa les filles, vignette? là Vous avez votre vignette? Alors, petit Ah, conseil, Ça, ça, allez c'est tout. sur le site officiel du gouvernement, parce que D'accord. ça coûte 4,18 €, Oui. alors qu'il y a des petits malins qui vous proposent de le faire pour vous, moyennant 20 €. Donc uniquement le site officiel, ça va très vite, mais n'attendez pas que ce soit obligatoire et qu'on soit verbalisé à Paris pour commander votre vignette. Commandez-la maintenant, ça va très vite. Merci beaucoup. Nous allons rejoindre à Bruxelles notre correspondant permanent sur place, autrement dit Valérie Le Rouge, pour parler d'Erasmus, qui a déjà 30 ans. Erasmus, vous connaissez peut-être, c'est le programme d'échange universitaire. Hier, il y a eu une petite cérémonie au théâtre de l'Odéon à Paris. Et puis l'Europe ne va pas se priver de célébrer cet anniversaire toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est un programme européen, typiquement européen, qui fonctionne. Ce n'est pas le cas, toujours. Voilà. Alors, quel est le bilan d'Erasmus? En quelques chiffres, avec Valérie. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. 5 millions d'étudiants et enseignants en ont profité, dont 1 million de Français. La France est le deuxième pays pourvoyeur d'Erasmus après l'Espagne. 11 destinations au départ, 33 aujourd'hui et 169 pays partenaires. C'est dire si ça s'est sorti des frontières de l'Union et 1 million de bébés Erasmus. J'ai un peu plus de doutes sur ce chiffre qui a été calculé à la louche par la Commission européenne pour dire le dynamisme de ce programme. Ce qui est sûr, c'est qu'il fonctionne. C'est devenu l'emblème de l'Europe qui marche. Certains diront même le seul chantier qui marche en Europe. Et les bénéficiaires en reviennent toujours conquis. Témoignage recueilli avec Stéphane Chaumer. Dernière photo de la Grand Place pour Giulia avant de repartir définitivement en Italie. Dans quelques jours, elle terminera son semestre Erasmus à Bruxelles. J'avais envie de découvrir un nouveau pays et aussi en étudiant le français, apprendre les accents différents et tout ça. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Une expérience qu'elle a adorée et selon elle, sûrement le meilleur moyen de se sentir européen. Je sentais déjà ce sentiment européen, mais j'ai connu des gens qui étaient un peu sceptiques, disons, et maintenant ils ressentent ce sentiment, cette sensation vraiment plus forte. Alessandra aussi est italienne. 4e année de droit à Bruxelles en Erasmus, qu'elle juge aussi très positive. Seul bémol pour elle, l'argent, car la bourse versée par l'Union européenne ne suffit pas à vivre. Je touche 230 €, c'est la bourse Erasmus pour la Belgique. Et mon logement, c'est de 520 €. Et après, mes parents m'envoient chaque mois ce dont j'ai besoin pour manger, pour vivre. Près de 5 millions d'étudiants sont déjà partis avec Erasmus. Ce jeune Belge, lui, était à Zagreb. Et voici le t-shirt de la faculté, Zagreb School of Economics and Management, voilà, que j'ai toujours dans mon armoire. T-shirt qu'on avait reçu lors du premier jour pour tous les Erasmus. C'est un bon souvenir? C'est un super souvenir, ouais. 5 mois en Croatie, d'où il a d'abord ramené un réseau d'amis,
de nombreux pays. Alors donc il y avait un petit peu de tout. Ici on a les 2 filles mexicaines, 3 filles du Chili, un Portugais, une Chilienne, française. Et alors je suis là. Une expérience qui l'a fait mûrir, d'après lui, et qui l'a indirectement aidé à trouver un emploi de consultant à la fin de ses études. Moi ça m'a apporté une véritable plus-value, surtout par rapport à moi-même. Je suis rentré de cette expérience, on va dire, plus indépendant, plus à même de prendre en charge et de pouvoir créer des relations avec des personnes que je ne connais pas ou de cultures différentes. Depuis 2 ans, Erasmus est étendu aux jeunes en CAP, BEP ou Bac Pro. Un gros succès qui a poussé la Commission européenne à doper les budgets. On a augmenté le budget multi-annuel, donc sur la période 2014-2020, de 40% comparé à la période financière précédente. D'ici à 2018-2020, on pourrait toucher 50 000 apprentis. Les dirigeants européens misent beaucoup sur ce programme populaire et l'un des rares à faire l'unanimité au sein des 28. Mais Valérie, Erasmus a été victime de son succès parce qu'à une époque, je me souviens, ça a failli disparaître. Oui, en 2012, en plein milieu de la crise financière, c'était la dernière préoccupation des États membres et le Fonds social européen qui finance Erasmus était en faillite. Et c'est un eurodéputé français, Alain Lamassoure, qui en a fait des caisses, qui a fait la réclame de ce programme, qui est allé alerter ses homologues et les autres États membres pour faire vivre ce programme. Et aujourd'hui, il est bien vivant, on y consacre 2 milliards d'euros par an, toute l'Europe confondue, et parce qu'il a été élargi, on l'a vu, aux apprentis, mais aussi aux chômeurs et au service civique. J'espère qu'ils lui ont donné une médaille européenne à ce député. Hein. Ça vaut ça. Il est bien connu ici. Bon, merci beaucoup. Il y a de la circulation. Méfiez-vous derrière vous, Valérie. Ça commence, c'est bien. À bientôt. Bonne journée. Il aime les dessins, il aime les photos. Alors un jour c'est dessin, un jour c'est photo. Aujourd'hui c'est dessin. C'est dessin. Un dessin de CAC à la une de l'opinion. CAC, c'est son nom? Oui. Tout hier, regardez le coucher de soleil qui annonce la fin de quelque chose. Un Barack Obama plutôt content de lui. En tout cas, il a le sourire. Sans doute est-il fier de ses œuvres, symbolisées par le château de sable qu'il vient de construire. Mais un château de sable, tout le monde le sait, c'est fragile. Certains pensent même que c'est fait pour être détruit aussitôt achevé. Et dans le rôle du démolisseur en chef, on reconnaît Donald Trump. Il est clair qu'il va tout défoncer. Voilà donc pour le contexte, au moment où le président sortant s'apprête à faire ses adieux à la Maison-Blanche et aux Américains auprès desquels, note l'opinion, sa popularité est exceptionnelle pour un président en fin de mandat. Pourtant, côté bilan politique, ça se discute même à front renversé entre les Échos et l'Humanité. Ceux qui doutent encore que la presse française soit une presse d'opinion vont être servis. Regardez ça, un bilan solide sur l'emploi pour les Échos, un bilan plombé par les échecs, on va revenir au bon titre précédent, pour l'Humanité. Ouais, bon, on l'a vu. Alors, comme souvent, la vérité est intermédiaire et le Figaro, sous la plume d'Arnaud de Lagrange, s'emploie à la rétablir. Au crédit d'Obama, l'élimination de Ben Laden, le dégel avec Cuba, l'accord avec l'Iran, tout ça, c'est fait, comme on dit. Au débit d'Obama, eh bien, la précarité, les inégalités et surtout le laminage de la classe moyenne, à propos duquel vous lirez cette double page de Libération où Guillaume Gendron se demande si les démocraties, à commencer par la plus puissante d'entre elles, n'auraient pas un peu oublié les petits blancs. C'est intéressant de voir le débat s'ouvrir dans Libération, car cette question, ça fait quand même des semaines, voire des mois qu'elle est débattue sur les réseaux sociaux qui ont été pionniers sur le sujet, comme sur pas mal d'autres sujets. D'ailleurs, il y a là de quoi faire réfléchir la presse, mais c'est un autre sujet. Elle est peut-être là, la défaite d'Obama, ne pas avoir permis à l'Amérique de résister à Trump. Le président élu ne cache pas son intention de bazarder tout ce qu'a fait son prédécesseur et c'est précisément ce qui empêche Obama d'espérer une sortie triomphale. Mais ne désespérons pas de l'Amérique, c'est le pays des coups de théâtre, des retournements de situation et je m'en vais vous le prouver avec cette histoire qui n'a rien à voir avec ce qui précède, mais qui nous vient du Colorado. Alors c'est l'histoire d'un gars qui est sur son télésiège, il rate sa sortie du télésiège à cause de son sac à dos qui reste coincé. L'homme est propulsé dans le vide lorsque le télésiège repart dans l'autre sens. Le personnel arrête immédiatement la machine, mais le télésiège a déjà parcouru plusieurs mètres avec l'homme suspendu dans le vide à 3
3 mètres du sol. Alors il voudrait bien sauter, l'homme, la neige étant susceptible d'amortir le choc, mais il ne peut pas. Une sangle du sac est passée autour de son cou. Il commence à perdre connaissance. Il va mourir asphyxié. Et alors au sol, on le voit, à 3 mètres de là, ses amis tentent de l'aider, mais en vain. Et c'est alors que l'inimaginable va se produire. Dans le télésiège suivant, il y a un certain Mickey Wilson. C'est un skyliner professionnel. Le skyline, c'est du funambulisme extrême. Ça consiste à aller d'un point A à un point B sur une corde en sautant et en faisant des acrobaties. Le gars va donc monter sur la tourelle, il va marcher sur le câble, il marche 9 mètres, il atteint le télésiège, se glisse sur la banquette, il essaie de libérer l'homme pendu. Impossible. Là-dessus arrive un policier. Il est à 3 mètres en contrebas, dans la neige. Le policier lui lance un couteau. L'autre, dit-il, l'attrape du premier coup. Il dit, je l'ai attrapé du premier coup, j'ai bien fait, parce que ça commençait à urger. Il coupe la sangle et le pendu tombe comme une poupée dans la neige. Les sauveteurs parviennent à le réanimer. À l'heure où je vous parle, eh bien, le gars se trouve tout simplement à l'hôpital. Elle est belle, mon histoire. Et le Skyliner, il a... Ah, mais c'est le héros, lui. Il doit tout. Ah bah. Comme quoi, apprenez à marcher sur des câbles et des cordes, ça peut servir. Être là au bon moment, quoi. Ouais. Merci beaucoup. À compter du 1er janvier 2017, notre voisin, le Luxembourg, impose que toute nouvelle construction réponde aux standards de maisons passives. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, maisons passives, pour vous le résumer. Ce sont des maisons capables de conserver une chaleur constante. Voilà comment on peut le traduire. Et c'est une mesure qui intervient dans le cadre des objectifs de l'Union européenne de réduire des émissions d'ici à 2020. Mais alors, en France, comment ça se passe? Et Laurence Beauvillard s'est dit, je vais aller quelque part dans une région, Ariège, pour découvrir un concept de maison dite passive. Alors, regardez, ça ressemble à un jeu d'enfant. Once upon a time, people were living so... Ce matin, dans cette région de l'Ariège, il fait 8 degrés. Maintenant, on va rentrer. Ici, à l'intérieur, il fait 21 degrés et pourtant, il n'y a aucun moyen de chauffage. Nous sommes ici dans une maison passive. Et 80% des maisons passives sont, comme ici, toutes en bois. Les secrets de cette performance tiennent principalement aux matériaux utilisés. Cette maison est conçue à partir de briques en bois. Ce concept permet de bâtir pour un prix de base de 1 100 € le mètre carré, des studios jusqu'à des maisons d'architectes de 200 mètres carrés. Voilà, une brique, c'est ça. Vous avez une partie intérieure, une partie extérieure et des écarteurs. Donc, et en combien de temps on monte un mur comme ça? Un mur, une maison de 100 120 mètres carrés, il faut entre 8 et 10 jours, et on va dire 15 jours hors dehors d'air. Hors dehors d'air, ça veut dire les murs et le toit. Ça, ce sont mes écarteurs. Voilà, ça, c'est les écarteurs. Donc, je les pose comme ça. Même à la main, même pas besoin de marteau pour cela. J'ai fait une erreur. Alors voilà, l'avantage du produit, si on s'est trompé, c'est pas grave, on peut redéfaire et ça va se mettre à côté. Ah oui. Tout est monté sur glissière. D'accord. Donc pas de colle, pas de vis. Quand les écarteurs s'assemblent les uns aux autres, ça permet d'assurer le contreventement de la brique, c'est-à-dire de donner la rigidité. Et en même temps, ça nous fait une gaine technique. La gaine technique va permettre de mettre les copeaux pour l'isolation, ça fait l'équivalent de la laine de bois, de mettre la plomberie ou l'électricité. À l'intérieur d'une maison, été comme hiver, on a quelle température? On va tourner entre 17 et 19 degrés sans chauffage. Les maisons en bois, vous pouvez les installer aussi bien en zone urbaine, en montagne. Ces maisons sont antisismiques. Ce système est demandé au Japon, est demandé en Italie suite au tremblement de terre, est demandé aussi dans les pays très très froids. On utilise essentiellement un bois Douglas, un classe 3, qui pousse uniquement en France. Notre bois est français. Pour la construction, c'est un bois idéal dans sa solidité, dans son efficacité thermique et technique. Une maison en bois, en général, vous pouvez l'avoir plus de 100 ans. Ça a la couleur de la brique, mais même ici, eh bien, c'est du bois. 60% des constructions en Scandinavie sont des constructions en bois. En Allemagne, 40%. En France, nous sommes encore très en retard. 18% des nouvelles constructions chaque année sont construites en bois. Et voilà, une information que l'on vous a donnée. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous consultez le site de Télématin, bien sûr.
Mais d'abord, ce sont les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen qui a accéléré un petit peu le tempo de sa campagne pour ne pas laisser le champ libre à la dynamique Fillon, la candidate du Front National, toujours à la recherche de fonds pour financer sa campagne. Bonjour, Marine Le Pen qui est déjà en train de commenter mes propos sur la dynamique Fillon. On va en parler de la dynamique Fillon. Jean-Luc Mélenchon appelle les banques à avoir, je cite, pitié du Front National. Il considère que les banques n'ont pas à faire d'ostracisme vis-à-vis du Front National et donc à vous prêter les fonds nécessaires. C'est un allié plutôt inattendu. C'est une vraie question de fond, c'est une vraie question démocratique. À partir du moment où le système bancaire français se considère comme un acteur politique qui peut décider à qui il va prêter et à qui il refusera de prêter en gênant donc sa candidature, ça pose, je trouve, un problème de fond. Et c'est vrai qu'on s'étonne de voir M. Mélenchon arriver à trouver des prêts, semble-t-il, sans difficulté. On s'étonne de voir l'UMP soutenu par les banques, puisqu'ils ont 80 millions d'euros de dette, et ça dure depuis des années et des années, et que notre campagne ne puisse pas trouver un accès tout à fait légitime. Pourquoi? Quel est l'argument que vous donnent les banques? Est-ce que vous avez eu, par exemple, M. Bonafé au téléphone, M. Perrol de BPCE, M. Oudéa de la Société Générale? Mais bien sûr, j'ai même demandé un rendez-vous à M. Oudéa par 2 fois. Et il m'a répondu qu'il n'entendait pas me recevoir. Je n'ai eu que des réponses négatives. Il a le droit de refuser de vous voir. Oui, mais bien sûr, il a le droit. Mais nous sommes dans une démocratie dans laquelle, encore une fois, les banques ne peuvent pas jouer un rôle politique en décidant qui a le droit de se présenter et qui n'a pas le droit de se présenter. Voilà. Parce que les banques, elles sont bien contentes quand même de trouver les aides lorsqu'elles sont en difficulté et se tourner vers l'État. L'État, c'est l'émanation des Français, de tous les Français, je le rappelle, y compris du tiers des électeurs que je représente. Peut-être qu'ils ne sont pas enthousiasmés par la sortie de l'euro, par votre programme économique? Ah, très bien, très intéressant ce que vous dites, Madame Roux. Donc vous considérez qu'il est normal que les banques empêchent une candidature au motif que les propositions qui sont faites par tel ou tel candidat va au bénéfice du peuple, mais au détriment des banques? Très intéressant. Non, mais très intéressant de noter cela. Eh bien, ça veut donc dire que vous confirmez ce que je pense, à savoir que le système se coalise pour tenter d'empêcher la campagne de se dérouler dans des conditions correctes, parce que la seule candidature qui gêne le système, c'est donc la mienne, puisque l'ensemble des autres candidats, y compris ceux qui risquent de faire moins de 5% et de ne pas être remboursés, eh bien, ont trouvé des prêts bancaires. Est-ce que ça vous interroge sur ce qu'est encore le Front National? Je vois que vous avez le petit logo de votre campagne, de la France apaisée, de la campagne de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous interroge sur ce qu'il vous reste à faire comme chemin, non pas pour être accepté par le système, parce que peut-être que c'est pas ce que vous voulez, mais pour pouvoir faire un prêt comme les autres, pouvoir être un parti comme les autres? Mais ça me confirme, mais j'ai pas envie d'être comme les autres, c'est-à-dire, encore une fois, soumis au système. Mais ça me confirme dans l'idée que le système est profondément antidémocratique et qu'il usera de tous les moyens à sa disposition pour tenter de mettre des obstacles devant une candidature qui clairement est la candidature au nom du peuple français et contre les intérêts particuliers, contre les intérêts catégoriels que le système sait si bien défendre. Mais est-ce que ça ne raconte pas l'idée qu'il y a toujours un plafond de verre avec le Front National? Alors, il n'y a plus la question des signatures, ça c'est derrière vous. Mais il y a toujours le problème du financement d'une campagne qui vous oblige à aller taper parfois la porte de banques étrangères. Madame, on ne va pas passer 3 quarts d'heure là-dessus. J'ai aucune inquiétude. C'est important. Moi, je vais dire aux Français une chose. Oui. Je serai là. Je suis candidate. Ils pourront voter pour moi. Et vous aurez les fonds. Ils pourront défendre leurs intérêts. Et qu'ils ne s'inquiètent pas de cela. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'inquiétude. Mais encore une fois, cet événement est assez révélateur que de Mélenchon à Nicolas Dupont-Aignan, tout le monde arrive à trouver des prêts bancaires. Mais que Marine Le Pen, elle, semble gêner considérablement le système. François Fillon, on en parlait avant de commencer cette émission. Vous aviez annoncé une entrée en campagne en février. La victoire de François Fillon qui fait figure de favori, en tout cas si on regarde encore les sondages de cette présidentielle, vous oblige-t-elle à entrer en campagne plus tôt? Vous aviez dit c'était février.
Et puis on vous a vu sortir du bois plus tôt. Oui, j'étais impatiente. Oui. J'étais impatiente quand on me connaît, quand on connaît mon caractère. J'étais impatiente d'entrer dans cette campagne. Donc j'ai suivi mon instinct et je suis entrée dans cette campagne au moment où il me semblait nécessaire de le faire. Vous avez été un peu bousculé par la dynamique Fillon? Mais il n'y a pas de dynamique Fillon, Madame Roux. Vous pourrez le répéter 30 fois que ça ne créera pas une dynamique. Au contraire, il y a même un tassement de la campagne de M. Fillon, qui d'ailleurs a disparu des écrans totalement, qui ne fait pas campagne et qui est embourbé en même temps dans un programme qui est un programme extrêmement brutal à l'égard des Français et embourbé dans des équipes qui manifestement n'arrivent pas à travailler ensemble pour une raison simple, c'est que personne ne pense la même chose au sein de ces équipes. Est-ce que vous avez été choqué de l'entendre dire à propos de sa réforme de l'assurance maladie pour justifier ses choix qu'il était gaulliste et catholique? Et chrétien. Et chrétien. Oui, ça a créé, vous vous rendez bien compte, un sentiment de malaise. Hein. Un sentiment de malaise parce que les Français sont évidemment très attachés à leur foi, à leur croyance religieuse lorsqu'ils en ont. Mais l'utilisation de cette foi, c'est l'utilisation opportuniste de cette foi. Oui, opportuniste pour se défendre d'une critique politique. Je trouve que c'est en même temps profondément contraire à la laïcité, donc contraire aux valeurs qui sont les nôtres, et éminemment contestable. Qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'il y ait une arrière-pensée électoraliste ou alors l'idée de justifier des choix politiques par ses convictions religieuses? Je pense que c'est justifier les choix politiques par les convictions religieuses, car comment allons-nous lutter contre le communautarisme, Madame Roux, si nous lançons ce signal-là? Comment allons-nous nous opposer à ceux qui demain voudront faire de la politique au nom d'une religion, comme par exemple l'islam, si M. Fillon utilise ce type d'argument sur la sécurité sociale? Parce qu'en réalité, il s'agissait pour lui de se défendre d'une critique tout à fait justifiée qui était faite sur la brutalité de son projet qui consiste à casser la sécurité sociale. Prenons un exemple, là, on est en pleine grippe. Il se passera quoi si M. Fillon mettait en place son projet? Il n'y aurait plus de remboursement des frais liés à la grippe, de la vaccination pour les personnes âgées. Tout ceci, évidemment, rompt totalement avec le système de protection sociale auquel nos compatriotes sont attachés. Un mot sur Trump. Vous êtes invité à l'investiture de Donald Trump? Non, mais je n'ai pas de raison non plus de l'être. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez l'ambition de le rencontrer avant d'ailleurs la présidentielle ou pas du tout? Non, mais permettez-moi, au-delà de ces considérations qui ont en fait peu d'intérêt, ce qui est très intéressant, c'est ce que M. Trump est en train de faire en ce moment. Il est en train de mettre en place les mesures pour lesquelles je plaide depuis des années et dont on m'a toujours dit, dans la classe politique et médiatique, qu'elles étaient impossibles à mettre en œuvre. On va dire ce que c'est. Il a fait plier les constructeurs automobiles américains. Il les rapatrie. J'allais le dire. Il met en place un patriotisme économique, un protectionnisme intelligent. Il dit aux constructeurs américains, si vous voulez aller faire vos voitures à l'étranger, construire vos voitures à l'étranger, alors vous paierez une taxe en les réimportant aux États-Unis. Ce que je veux, c'est que vous relocalisiez vos usines aux États-Unis. Donc vous dites la même chose à Renault, de fermer les usines au Maroc et de produire en France, ou des usines en Slovénie? Il a obtenu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volontarisme en politique peut beaucoup. Et oui, ça ne me choquerait pas, bien au contraire, d'expliquer aux entreprises françaises qu'elles ne peuvent pas impunément échapper à l'impôt qu'elles devraient verser en France, qu'elles ne peuvent pas impunément délocaliser leur production en créant les conditions ou en aggravant les conditions d'un chômage de masse, et qu'il va falloir faire des choix, le choix du patriotisme économique. On paiera les voitures plus chères? Mais non, on ne les paiera pas plus cher parce que, croyez-moi, il y a beaucoup d'entreprises qui, de fait, relocaliseront en France et, par conséquent, permettront d'offrir en même temps des voitures de très bonne qualité, car nos industries sont des industries performantes, à des prix acceptables, mais en contribuant à la création de l'emploi national. Donc vous avez retenu 2-3 éléments de la méthode Trump? Non, j'ai envie de dire qu'il met en œuvre ce pourquoi je plaide depuis maintenant des années. Merci beaucoup Marine Le Pen, c'est à vous William. Oui, Caroline, à demain. Chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Oui, il a fait
peut-être vécu un jour comme si c'était le dernier. La guerre en Syrie a débuté il y a 6 ans à peu près. Pas une journée ne se passe sans que la presse, la télévision, la radio ne fassent état de bombardements et de massacres. Alors cette guerre nous touche d'autant plus à nous, Français, Européens. C'est que des millions de réfugiés demandent asile à ces pays européens en particulier. Alors c'est justement l'histoire de l'un de ces réfugiés parmi d'autres dont nous allons vous parler rapidement. Marie, ce jeune homme dont on voit la photo là, que vous avez rencontré, a eu un destin assez extraordinaire. Oui, Ayem Hamad, c'est le réfugié, on va dire, le plus médiatisé d'Allemagne, où il vit aujourd'hui maintenant depuis un petit peu plus d'1 an. Et en fait, il était déjà très connu dans son camp de réfugiés palestiniens et sur le web. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un pianiste qui jouait dans les rues de Damas, en plein milieu des ruines. Et en fait, les vidéos ont beaucoup circulé sur le web. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître jusqu'au jour où Daesh, en fait, a détruit son piano. Et là, il a décidé de fuir son pays, laissant derrière lui sa femme, ses enfants, et il est arrivé en Allemagne. Et en fait, les médias se sont emparés de son histoire, ils se sont Il s'est passionnés fait pour ça. reconnaître quand il est arrivé là-bas. Il a dit, c'est moi le gars qui jouait dans mon camp. Ils l'ont tout de suite repéré. Ouais. Et voilà, les médias se sont intéressés à lui. Les Allemands ont été sous le charme. Il a commencé à faire des concerts qui affichaient complet. Aujourd'hui, il a plus de 180 concerts. Il a reçu une trentaine de pianos par des généreux donateurs. Et il a rencontré les plus grands. Et même lui, il n'en revient absolument pas. Mais en plus, c'est un débutant. Enfin, il est... Oui, c'est exactement. Voilà. Oui, en fait, vous allez voir, il joue pas très bien. C'est pas un très bon chanteur, mais il fait tout ça avec beaucoup de cœur. Et on ressent vraiment la souffrance. Ça lui permettait de mettre un peu de joie dans le camp en question quand il était là-bas. Exactement. Ouais. Allez, on regarde. Quand vous jouez comme ça, vous avez l'air si triste. Avec cette chanson, j'oublie qui je suis, mes souvenirs, et j'oublie d'où je viens. C'est bon de jouer du piano ici à Wiesbaden, mais quand je joue, il y a beaucoup de choses qui me reviennent de cette période à Yarmouk. Vous imaginez que ça se passerait comme ça, votre arrivée en Allemagne? Non, pas du tout. Quand j'étais à Yarmouk, je pensais tout le temps à la mort. Je me disais tous les jours que j'allais peut-être mourir sous les bombes. Je n'imaginais absolument pas venir ici, à Wiesbaden. J'ai réalisé mon rêve, mais sans ma famille, ça me rend triste. Quand vous jouez, est-ce que vous jouez des chansons syriennes? Je joue mes chansons à mes concerts, mais je joue aussi du Mozart, mais avec un style arabe. Je vais vous jouer quelque chose. Quand j'ai voulu partir, je me suis demandé si j'allais le faire avec ma famille ou pas. Mais quand j'ai vu toutes ces images d'enfants morts en mer, je me suis dit non, je peux mourir seul, je peux jouer ma vie, mais sûrement pas risquer celle de ma femme et de mes fils. Quand vous étiez en Syrie, vous avez joué du piano dans les rues. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de faire ça? Oui, ici en Allemagne, c'est facile et normal de voir des gens jouer dans la rue. Mais en Syrie, personne ne connaît le piano. Les enfants venaient me voir jouer. Et tout le temps, ils faisaient comme ça, sur le piano. Beaucoup d'enfants adorent la musique. Je me suis souvent demandé mais pourquoi je joue ici en Allemagne. J'ai cherché la réponse. J'ai besoin que les gens sachent et n'oublient pas ce qui se passe en Syrie. Et peut-être que le piano réussit à transmettre la destruction et les explosions dans mon pays. Je sentais la présence de mes voisins dans leur maison. Et même si aujourd'hui tout est détruit, je le ressens encore. Je suis un réfugié, mes fils sont réfugiés, ma femme est une réfugiée, mon père est un réfugié. Je suis fatigué d'être un réfugié. J'aspire à une autre vie, dans un autre environnement, ici en Allemagne. Je veux être un citoyen allemand. Ça se fera dans 5, 7, 9 ou 10 ans.
J'ai besoin de ça pour être un homme normal et non plus un réfugié. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, merci beaucoup. Dans cet entretien, j'ai cru comprendre qu'il disait que une partie de sa famille était restée là-bas, sa femme. Alors non justement, sa femme et ses enfants ont enfin pu le retrouver en Allemagne, à Wiesbaden, il y a vraiment quelques mois. Mais c'est grâce à ça alors finalement, c'est grâce à sa notoriété acquise. Ah mais c'est bien sûr que c'est grâce à ça. Et en plus, il a même un permis de séjour de 3 ans maintenant. Voilà. Très bien, merci Marie. Pas tout à fait le même effet, hein, les hélicoptères électriques dans le film de Coppola. On n'y est pas encore tout à fait. C'est plus modeste. Mais enfin, c'est un hélicoptère électrique comme il y a des vélos électriques, des voitures électriques. Exactement. C'est tout nouveau, c'est français. C'est sans financement public et puis il n'y a pas beaucoup de banques non plus qui ont voulu investir. Ah bon? Donc c'est totalement privé et pourtant c'est sans doute une avancée géniale. Aujourd'hui il est petit, hein, vous le voyez, il va surtout au début essayer d'aider très certainement au pilotage des hélicoptères pour apprendre à piloter. Oui. Ça peut être une très très belle idée, vous voyez. Pour l'instant, c'est qu'une seule personne qui peut être à bord, mais on réfléchit à la possibilité aussi de pouvoir transporter des organes très rapidement, par exemple. C'est une solution parce que cet hélicoptère va pouvoir, a priori, survoler plus facilement les villes, tout simplement parce qu'il va être silencieux, beaucoup plus silencieux. À condition qu'il ait l'agrément. À condition qu'il ait l'agrément. Là, il faut savoir qu'il est immatriculé déjà par l'autorité de l'aviation civile. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas et que pour certaines situations, cet hélicoptère soit choisi pour certaines missions, comme celle-ci, par exemple, ou d'autres. Alors, on est allé le voir. Là, ce jour-là, c'était à Blagnac parce qu'il a été inauguré à Issy-les-Moulineaux. Blagnac, c'est l'aéroport de Toulouse. Exactement. Il a été inauguré au mois d'octobre à Issy-les-Moulineaux, mais on est allé le voir à Blagnac. On a pu voler, il a pu voler, vous avez vu, il est tout seul, très très bas, finalement, au-dessus du terrain de football. Mais ça nous a donné une idée de ce que pouvait être un hélicoptère avec des batteries au lithium. Regardez. Cet appareil derrière moi est le premier hélicoptère conventionnel électrique. Conventionnel, c'est-à-dire c'est un hélicoptère avec un rotor, un grand rotor et un petit rotor, un rotor anti-couple. 100% électrique, dispose de 2 moteurs qui lui permettent de voler comme un hélicoptère traditionnel, faire du stationnaire, reculer, faire des translations. On a démontré des vols jusqu'à 15 minutes, donc ce qui est un record parce qu'aujourd'hui, les petits hélicoptères dans des formules un peu traditionnelles emportant des hommes se limitaient à 3-4 minutes de vol. Et on espère pouvoir porter ça à une demi-heure en améliorant l'appareil, en le rendant un peu plus léger et en profitant des nouvelles technologies de batterie qui aujourd'hui sont à notre disposition. Cet appareil, c'est un banc d'essai volant. C'est vrai qu'il nous sert à démontrer des technologies qui seront réemployées dans l'appareil futur. Volta sera dédié à l'instruction, aux 15-20 premières heures de formation au pilotage. Pour ça, il sera biplace, équipé de double commande, sera facile à piloter, de la même façon que les autres appareils école à piston, mais économique et silencieux. Donc, ce qui fera aussi la différence par rapport à ce qui existe. L'électrique en lui-même ne modifie pas le comportement de l'appareil en vol. Donc normalement, on devrait avoir un appareil très similaire à ce qui se pilote aujourd'hui en école. Dans un hélicoptère, ce qui coûte cher, c'est le moteur. La maintenance du moteur, l'entretien. Aujourd'hui, avec un moteur électrique, une batterie et de l'électronique de puissance, on n'a pas ces problèmes. Là, maintenant, c'est très simplifié. Le coût d'exploitation serait à peu près la moitié de celui d'un appareil conventionnel à piston. Je suis le concepteur de cet appareil, néanmoins, j'aurais rien pu faire sans la coopération, un partenariat très fort avec l'ENAC, qui a développé avec nous toute la partie électronique, le tableau de bord, et l'ENAC ayant vocation finalement à former des ingénieurs du futur sur les nouvelles problématiques liées à l'aviation du futur. Donc c'est très naturellement que l'ENAC nous a apporté son concours dans le développement de l'appareil. On aura une demi-heure d'autonomie plus une certaine réserve, donc ça adresse quand même malgré tout un périmètre de l'ordre de 50 km. Donc on a globalement relativement peu de marge de manœuvre en termes de transport de personnes. Par contre, en termes de transport de petites charges utiles, également pour les vols privés, pour la prise de vue aérienne, certaines applications militaires peuvent être intéressées également. Oui, dans la limite de la capacité des batteries. Mais on pourra s'adapter finalement aux nouvelles générations de batteries qui ne manqueront pas d'apparaître dans les années qui vont venir.
Alors là, je ne sais pas si on s'est très bien rendu compte, mais ça fait évidemment moins de bruit qu'un Bien sûr, parce hélicoptère. qu'il n'y a pas le bruit du moteur, ne fait pas de bruit. C'est les pales, le rotor, oui, fait du bruit, mais sinon c'est comme un moteur électrique. Donc voilà, peut-être effectivement de l'ordre pour les militaires, ça peut être aussi très intéressant, du transport de personnes. L'aviation civile, les sauveteurs, quelque chose comme ça, non Par exemple aussi. Alors ils réfléchissent avec l'ENAC à pourquoi pas aussi incorporer de l'hydrogène. Enfin voilà, on est en train de réfléchir à des hélicoptères propres. Les communes, quand elles voient ça, ou les associations, elles se disent combien ça peut coûter un engin comme ça? Pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Ah bon, d'accord. On n'en est pas. Là, ils en sont déjà. Non, parce que vous l'avez vu, ils sont en plein développement ce prototype. Ils n'en sont pas à essayer d'en faire sortir à la chaîne et d'établir un prix. Je pense que s'ils devaient donner le prix de ce que ça lui a coûté là déjà, je pense que vous ne l'achèteriez pas. Donc après, il faut être capable de le produire. Et après, c'est une autre solution. Non, mais là, en montrant ça ici aujourd'hui, relayé par nos camarades de TV5 qui arrosent 135, même plus télé dans le monde, il y a peut-être un acheteur étranger qui dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Ou quelqu'un qui a envie de mettre un petit peu d'argent pour qu'on accélère cet hélicoptère. Merci Yann. C'est déjà arrivé qu'un produit montré par Yann ou d'autres ici même a obtenu des financements grâce à des étrangers. Oui. On va ouvrir ce bloc-notes culturel avec Thomas Hervé et sa sélection de publicités étrangères. On va vous prouver qu'on peut vendre tout type de produits dans des situations un peu bizarres. Et on se demande parfois, quand on voit les premières images, mais qu'est-ce qu'ils veulent vendre là? C'est quoi le truc? Et si on a un peu de génie, ça passe. Il faut beaucoup de génie. Mais en fait, vous savez, le publicitaire a toujours le même problème. Il doit accrocher votre attention au milieu de spots très basiques, très bébêtes, qui, eux, ne vont pas chercher de créativité. Ils vont vous montrer le produit, ils vont vous montrer les croquettes, ils vont vous dire c'est bon, regardez, d'ailleurs le chat sourit, et du coup, vous n'écoutez plus ces publicités. Donc en fait, vous avez tendance... Pourquoi vous les écoutez plus? Mais parce que vous avez tendance à connaître déjà le message avant. Tandis que si on essaye de vous surprendre en vous racontant une histoire, et vous vous dites pendant que vous regardez le spot, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? Alors là, ça y est. On a gagné parce qu'on a accroché votre attention. Oui, mais alors après, une fois que vous avez découvert que ce sont pour des croquettes, effectivement, c'est original. Puis après, vous ne faites plus le lien, vous vous souvenez du film et vous ne savez pas comment ça s'appelle. Voilà, alors ça, c'est le problème. C'est si le film est trop bon, trop rigolo, vous dites tu te souviens de ce film magnifique où? Et puis, c'était pourquoi? Je ne sais pas. Ça s'appelle l'attribution. Donc, c'est très important quand vous faites un spot de pub. Vous devez amener le téléspectateur à le regarder, mais vous devez quand même correctement attribuer le produit. Alors, vous allez voir, première démonstration. Là, on a choisi un thème très, très simple. Ce sont les témoins gênants. Les témoins, il faut s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on devient témoin gênant? Tout simplement lorsqu'on est reconnu. So let me get this straight. You're going to turn state's evidence against the 4 biggest crime families in New York? That's correct, yeah. Well, aren't you afraid of the mob putting out a hit on you? They don't even know my name. And they don't know what I look like. I'll be okay. Pas de chance, le casino, c'est... Bon, là, c'est assez clair. Et puis finalement, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Mais on peut dire que l'attribution est assez facile. Là où ça va devenir plus compliqué, donc toujours le même contexte. On a le témoin qui est gênant, etc. Vous avez bien vu que les petites histoires de mosaïque sur les yeux, c'est terminé. On ne voit plus du tout ça à la télévision aujourd'hui. On ne fait plus la mosaïque, on a des systèmes beaucoup plus fins. Oui. C'est pas vrai, je n'ai pas touché cette personne. Voilà, c'est exactement ça. On a des systèmes de plus... Et alors, on se dit qu'avec ces systèmes-là, du coup, c'est plus possible de faire le coup de la caméra, machin. Vous allez voir, même en 2016... Non, c'est flouté. On peut encore... Oui, voilà, flouté. Pixelisé. On peut encore se faire avoir. You're taking an enormous risk speaking with us, so thank you. Of course. What was the key to toppling this notorious crime ring? By keeping my identity a secret, I was able to witness the atrocities firsthand. I've been undercover for 5 years. Anonymity is critical to my survival. Want to get away? Now you can with fares as low as $59 one way. Yes to low fares with nothing to hide. That's transparency. Déjà, le lien est vous voulez vous échapper, prenez tel compagnie. C'est pas vous voulez, c'est vous devez vous échapper très très rapidement. Là, on a compris que le monsieur n'était pas content. Et dernier élément, alors c'est une marque un peu chouchou de Télématin. Cette marque, on vous en a déjà beaucoup parlé.
c'est une compagnie d'assurance. Alors là, effectivement, on se dit, la compagnie d'assurance, elle peut avoir intérêt, effectivement, à faire des spots dans lesquels le témoin qui est reconnu doit effectivement vite disparaître, se faire oublier. Et alors cette compagnie... Parce qu'il a roulé la compagnie? Bah non, parce que justement, vous allez voir, on est toujours sur le même principe. C'est un témoin gênant, mais à un moment donné, le témoin gênant, il faut qu'il reste anonyme, parce que si tout à coup, on découvre son visage... Mais quel rapport avec une compagnie d'assurance? Eh ben justement, le problème, c'est quand vous n'avez plus aucun espoir, quand vous êtes vraiment au bas du bas, il vous reste cette compagnie d'assurance que j'adore personnellement, parce qu'à chaque fois, ils nous sortent des spots, justement, très très travaillés. Mr. Vanderberg, I'm ready to cut you a deal if you testify against the Colucci family. If you testify, we will put you in the witness protection program. No identity, no house, no job. You will disappear from the face of the earth. Could you please point Paul Colucci out to the members of the jury? Thank you. Congratulations, Mr. Williams! We'd like to welcome you as our 100,000th president of our Meadow Falls! Mr. Williams, smile to the camera! Smile to the camera! Voilà. Cette compagnie d'assurance extraordinaire, on vous en repassera d'autres. Alors cela, c'est des Pays-Bas, des Néerlandais, voilà. C'est ça. La compagnie aérienne du gars... Et après, c'était... Le stagiaire, c'était bien. Le stagiaire américain. Ouais, américain. Et le premier aussi, la chaîne de casino américain également. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. À plus tard. Laura, vous aviez des choses à ajouter à ce sujet ou pas? Pas forcément à ce sujet. Je voulais vous parler d'un compte Instagram et de communication. Comment, lorsqu'on est boucher, ce qui n'est pas forcément le métier le plus sexy sur le papier. Ah, ça dépend. Ça dépend, mais bien sûr. Bouchers, Mon avis a changé depuis ce matin. Depuis que j'ai vu le compte de Nusret, ce boucher turc qui vit entre la Turquie et Dubaï, et qui adore le parrain et qui se prend en photo dans sa boucherie ailleurs, avec fait des fausses affiches, c'est lui. Parce qu'il se prend pour Brando? Il se prend pour Brando, mais il pose sans arrêt. Alors, donc ça, c'est les photos où il se prend pour Brando, mais sinon, il pose, il montre, voilà, regardez, parmi... Et alors, il a fait, comme nous, un mannequin challenge. Je pense qu'on l'a inspiré aussi dans un des restaurants qu'il fournit, qui est pas mal fait. Et il se met en scène tous les jours. Il est suivi par plus d'1 million de personnes. C'est énorme pour un boucher, vous imaginez. Même nous, petits journalistes, on est suivis par 5000 personnes. Vous imaginez, il a 1 million. Et vous allez regarder, c'est lui. Il est magnifique. Bien sûr, la star. D'accord. Il a une boucherie à quel endroit? Il a une boucherie à Dubaï. À Dubaï. Voilà. Bien. Et regardez comment il... Voilà, il vous montre comment couper votre viande. Enfin, il fait plein de tutoriels. Il s'appelle Nusret. Je vous recommande son compte Instagram. Non, elle le fait. Elle est tendre, hein, parce qu'il y a une maestria, là. Non, mais c'est la fin de... Là encore, ça va. Si on a le temps, allez oui, jusqu'au bout. parce que ça s'est remis au bout. Je vous l'avais calé, mais... Allez jusqu'au bout, parce qu'il signe. Ah non, la façon dont il scelle sa viande. Il va signer là, son geste. Ah, de la pointe de Zorro. Comme Zorro fait des aides, vous allez voir. Vous allez voir, c'est tout de suite, là, regardez, normalement. Là, il est en train de la faire. Voilà, il a terminé. Et olé. Voilà. Il est magnifique. Il jette un peu de sel. C'est du sel. C'est du sel. Maintenant, il va frimer en disant à ses copains, t'as vu Télématin, je suis passé dans Télématin. C'est ça maintenant. C'est ça maintenant. C'est passé par 1 million, là. C'est 10 millions.